Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. Le chef du gouvernement au ministère de la Jeunesse et des Sports, plusieurs questions cruciales ont été posées sur la table. Et parmi ces sujets, la disqualification des U17 du tournoi de l'UFOA. Et puis nous serons à Cali, en Colombie. Une délégation guinéenne participe à la 16e conférence des Nations Unies sur la biodiversité. La Guinée se joint aux autres pays africains pour porter les revendications du continent. Notre envoyé spécial est sur place. Saison touristique 2024-2025. Les ministres du Tourisme et de l'Enseignement supérieur étaient dans la préfecture de Dalaba. Une solidarité gouvernementale qui les a menés à plusieurs activités, dont la visite des sites historique. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Le Premier ministre, chef de gouvernement, s'est donc rendu ce mardi au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports. Cette visite avait pour objectif d'échanger sur des sujets qui concernent le football guinéen. Il s'agit notamment, je le disais, de la récente disqualification de l'équipe de moins de 17 ans au tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines. Ousmane Bangoura. Nous voici au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports. Après la disqualification du Sili Cadet au tournoi journal Dakar 2024, le gouvernement guinéen s'est montré préoccupé de la situation. Amadou Ouriba a, devant le cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports, souhaité comprendre les raisons de cette disqualification. Je ne suis pas là pour faire les enquêtes pourquoi, mais le constat, c'est que l'équipe nationale U17 a été éliminée puisque les joueurs qui ont été sélectionnés, certains d'entre eux, de par les tests IRM, ont plus de 17 ans. Et ce n'est pas la première fois. Il y a en 2019, la situation s'était répétée. Donc ce n'est pas un facteur des moyens, des infrastructures. Là, c'est un facteur humain, une récidive. Lorsque quelqu'un est sanctionné, on lui dit, s'il y a récidive, la peine doit être plus lourde. Et le ministère, en relation avec la Fédération guinéenne de football, vous devez nettoyer vos rangs. C'est la principale motivation qui m'a amené ce matin. Le chef du département des sports a profité de l'occasion pour éclairer la lanterne des uns et des autres sur la disqualification des U17 à Dakar. Je peux vous dire que jamais la Guinée n'a fait ce qu'on a fait. Nous avons pu mobiliser ici 35 jeunes qui ont été sélectionnés, qui sont des scolaires et qui viennent des académies. C'est-à-dire l'histoire, pratiquement le futur de notre football passera par les académies et par le scolaire. Donc si des enfants viennent dans des structures bien organisées comme l'école, dans des structures bien organisées comme les académies qui sont structurées, et que vous les envoyez au Sénégal pour faire un test IRM et que le test IRM vous dit que 24 sont éligibles et que parmi les 24 éligibles, vous avez 20 qui sont sélectionnés et qu'il y a même des jumeaux qui sont dans l'équipe qu'on dit que l'un est éligible, l'un n'est pas. C'est pour ça que le ministère immédiatement a décidé de mettre en place une commission d'enquête. Parce que la Guinée est moins représentée à l'international, au niveau de la CAF, au niveau des structures et au niveau local. Nous n'avons pas de capacité dans la médecine du sport. Le ministère de la Jeunesse et des Sports rassure les fans du Curon qu'il suit avec une grande attention les différents recours introduits par la Fédération guinéenne de football auprès des instances internationales de football pour faire la lumière sur cette situation inédite pour ces jeunes et pour l'image de la réputation de la République de Guinée. Et pendant ce temps, au Conseil national de la transition, les travaux de renforcement des compétences des agents parlementaires viennent de prendre fin à Conakry. Des techniques de vulgarisation à travers la bonne communication ont été mises à la disposition des cadres. Objectif, sensibiliser les communautés sur le bien fondé de la nouvelle constitution et recueillir leurs avis en vue d'améliorer le contenu de ce document. Mohamed Lamine Kamara.
Des jours de perfectionnement ont permis à ces agents de l'administration parlementaire de renforcer leurs compétences en technique de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution, des stratégies d'animation face au public cible, des techniques de communication sur le contenu du document ont été mises à la disposition de ces cadres afin qu'ils comprennent à la fois l'esprit et la mission de ce texte fondateur. Nous avons appris le processus qui a amené le constituant à élaborer l'avant-projet de la nouvelle constitution, qui a un caractère très particulier, c'est-à-dire de la concertation, du symposium constitutionnel, le débat d'orientation constitutionnelle, jusqu'à aujourd'hui que l'organe constituant se réunit pour faire la synthèse de ces rapports et sortir 205 articles. C'est une particularité dans l'histoire politique de notre constitution. Une fois sur le terrain, nous devons d'abord être en connexion avec la population, aller vers elles, les sensibiliser afin qu'ils se joignent à nous pour ensemble partager l'idée de la vulgarisation, pour les faire comprendre leurs droits et leurs devoirs. À travers un système de péréquation, ces agents parlementaires seront déployés dans tous les quartiers de Conakry ainsi qu'à l'intérieur du pays. L'idée de l'avant-projet, c'est pour avoir une version intermédiaire ouverte aux critiques et aux contributions de nos concitoyens. On ne néglige personne. On ira partout où un Guinéen se retrouve pour que ce Guinéen-là soit considéré comme une pièce essentielle pour la construction d'une société démocratique. C'est ça la vision du président de la République et nous essayons de mettre cette vision en implémentation. Qu'ils soient des agents parlementaires ou des conseillers nationaux, une fois sur le terrain, des séances de concertation seront organisées avec la participation inclusive des populations. La démarche permettrait non seulement de faciliter une meilleure compréhension du document et de ses enjeux, mais aussi de recueillir les avis des communautés. Dans l'actualité encore, les journées de présentation des résultats d'évaluation des partis politiques ont été lancées ce matin à Conakry. Une initiative du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation à travers la direction des affaires politiques et de l'administration électorale. Sur les 51 partis politiques concernés, certains ont été définitivement dissous, d'autres suspendus et une autre catégorie reste en observation. Amadou Touré pour des explications. Du 17 juin au 6 juillet dernier, la direction des affaires politiques et de l'administration électorale, au compte du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, a engagé une évaluation des partis politiques conformément à la charte en la matière en République de Guinée. Suite à ce travail, le département a élaboré un rapport de 900 pages reparti en 3 grandes parties. Notre objectif commun est clair. Assainir notre espace politique en vue de permettre une compétition électorale juste et équitable. C'est une bonne chose parce que nous allons tous partager la méthodologie de cette évaluation. Nous avons écouté le ministre qui est, à mon avis, de bonne foi et qui a vraiment envie d'avoir des relations cordiales avec les différents partis politiques. En ce qui concerne le PADES, nous sommes très satisfaits. Je crois que c'est un travail excellent lorsqu'on prétend diriger un pays et que nous avons des contrôles que l'administration est en train de faire pour voir exactement quel est le degré d'implication des partis politiques, quelle est l'harmonie entre les actes que nous posons et les dispositions légales qui régissent le fonctionnement des partis politiques. Je crois que il y a de quoi soutenir. Je crois que c'est une démarche noble. Nous soutenons cette démarche et nous pensons qu'ils ont vraiment bien avancé avec les logiciels que nous avons vus, avec la manière dont ils ont répertorié, comment ça a été numérisé et le déploiement de tous les agents sur le terrain. Je crois que ça a été un travail excellent. 251 partis politiques ont été évalués. À l'issue de cet exercice, un classement en 3 catégories a été effectué, allant des partis dissous à ceux suspendus et les partis en observation. Une autre catégorie de ce classement porte sur les partis non évalués au nombre de 37 dû au retard accusé par ceux-ci par rapport au délai d'évaluation fixé. On a collecté les données, on a analysé les données et le résultat final sort que 53 partis politiques, soit c'est des agréments éligibles ou c'est des agréments qui ont des signatures falsifiées des ministres de la République, qui est poursuivable de par le procureur de la République une fois qu'il sera saisi. Vous allez voir également qu'il y a des partis politiques qui ont été créés
comme je l'ai dit, depuis 1991, 92, 2010, qui n'ont jamais eu de compte bancaire, qui n'ont jamais présenté une situation, ne serait-ce que même l'adhésion ou l'achat des cartes ou les registres de cotisation où les donateurs du parti n'ont pas été présentés. Définitivement, ils sont dissous, ils sont au nombre de 53. Donc il y en a qui sont suspendus, qui, si vous êtes parti, vous avez 3 mois pour vous mettre en règle, pour lever votre suspension. Il y a d'autres qui sont mis sur observation, c'est ça qui pose la question, tout le monde se dit c'est quoi l'observation? Ça veut dire que sur les critères d'évaluation qu'on a établis, vous avez atteint au moins 70% des points. Et puisque vous avez atteint les 70% des points, on vous met en observation pour que les 30 points à compléter, vous puissiez les compléter dans les 3 mois à venir et vous allez quitter sous l'observation. L'évaluation en soi, nous, à l'UFDG, nous l'avons toujours dit, c'est d'ordre normal des choses que le MATD évalue les entités dont il a la charge. C'est à ce titre que nous nous sommes prêtés à l'exercice, parce que nous l'avons trouvé légitime. À date, le document que en tout cas, nous avons reçu à travers les réseaux sociaux, puisque la remise officielle n'est pas encore faite, j'ose croire que ça va être différent de ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Il se trouve que l'UFDG, par exemple, est en manque, n'a pas satisfait cette exigence. Ce qui fait qu'il se retrouve dans la catégorie des partis mis en observation. Cet atelier de présentation des résultats d'évaluation des partis politiques va durer 3 jours et va s'étendre sur les autres forces de la nation, à savoir les membres du gouvernement, les institutions républicaines, organisations de la société civile, mouvements syndicaux, associations de presse, mais également les partenaires techniques et financiers et les représentations diplomatiques. En Guinée, le ministre du Travail et de la fonction publique à l'intérieur du pays, après Zérékoré, Faya François Bourouno est arrivé à Kankan. Sur place, il a rencontré les cadres de l'administration décentralisée ainsi que les représentants des entreprises privées. Les échanges ont porté sur l'amélioration de la qualité des services offerts aux citoyens et le respect du Code du travail. Mamadi Terna Kamisoko sur les pas du ministre. Après Zérékoré, le ministre du Travail et de la fonction publique est reçu par les autorités civiles et militaires de la région administrative de Kankan. Dans la deuxième capitale du pays, pas de répit pour Faya François Bourouno qui compte conduire une réforme administrative ambitieuse pour le pays. Il nous a mis à l'aise, on a vraiment eu de l'espoir pour être agent de l'État. Nous avons vraiment eu le courage. Il nous a rassurés. Très fructueux parce que ce n'est pas facile qu'un ministre accepte de venir nous accorder cette opportunité ultime, cette opportunité légitime pour échanger avec les cadres, et non seulement sur le fonctionnement de l'administration, mais aussi sur les difficultés auxquelles les cadres régionaux, les cadres communaux, les cadres préfectoraux font face. Dans cet échange franc et direct, le ministre a également rencontré les représentants des entreprises privées. Les exigences du nouveau Code du travail et la validation prochaine de la Convention sur les mines et carrières sont rappelées. Il y a beaucoup de choses qui sont améliorées et qui sont ambiguës. Au congé de maternité, la moitié du salaire qui va être payé à la femme, par exemple, c'est de quel salaire? Parce qu'il faut que la nuance là soit éclairée. Parce que si quelqu'un qui est payé à 4 millions, pour des profanes ou bien pour des nouveaux gestionnaires des ressources humaines, tout de suite là, ils vont diviser le salaire en deux, étant donné qu'il y a le plafond de cotisation qui est à 2,5 millions concernant par exemple l'abandon des postes, les 72 heures. Est-ce que c'est 72 heures jour travaillé ou bien c'est 72 heures selon les 8 heures par semaine? Avant de venir à Kankan, le ministre Bourouno a eu une dernière activité à Zérékoré. Il s'agit du lancement de la campagne d'information et de sensibilisation sur l'effectivité de la couverture médicale des fonctionnaires et retraités à hauteur de 80%. Une campagne menée en collaboration avec le mouvement syndical guinéen. La meilleure façon de tirer profit, c'est que chacun de nous veille à ce qu'on ait un comportement normal vis-à-vis de toute la chaîne de prise en charge. Il y a les bénéficiaires, il y a les intervenants. Ayons parfois le courage de dénoncer quand vous voyez une mauvaise pratique. Dénoncer n'est pas un crime, ce n'est pas un délit. Mais c'est aussi une façon d'exprimer l'amour qu'on a pour son pays. Donc je voudrais vraiment, chers fonctionnaires, compter sur vous. Aujourd'hui, les initiatives en cours au sein du département du travail et de la fonction publique rassurent les partenaires sociaux et assoient les bases d'une paix sociale durable en Guinée.
Merci à Mamadi Terna Kamisoko. Et justement, après le lancement officiel de la couverture médicale des fonctionnaires et retraités, l'heure est à la vulgarisation. Une mission s'est rendue dans plusieurs départements ministériels. Objectif, expliquer aux agents publics de l'État les règles et procédures de la prise en charge sanitaire de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Alpha Isiagaba. Depuis le mois d'août dernier, un vent de renouveau souffle sur la prise en charge des fonctionnaires retraités. La couverture médicale des agents publics de l'État est effective. Depuis ce lundi, l'initiative prend un autre élan. L'objectif aujourd'hui de cette campagne d'information, c'est de vulgariser tout ce qui est procédure de prise en charge auprès des travailleurs pour qu'ils sachent en tant que fonctionnaires quand ils tombent malades, où ils doivent se présenter, comment se présenter, avec quelles pièces se présenter. Et une fois que la prise en charge est faite, quels sont les droits qui leur reviennent et quelles sont les obligations qu'eux ils doivent remplir en tant qu'agents publics de l'État. Un fonctionnaire malade se rend à l'hôpital, parce que ce sont les hôpitaux publics qui sont conventionnés, et présente 3 pièces. La carte d'identité biométrique, le récépissé d'enrôlement fugace, aussi une copie d'un de ces 3 derniers bulletins de salaire. Il se présente auprès de nos points focaux qui vont l'orienter auprès des médecins pour des consultations et pour des examens si nécessaires. Quant aux retraités malades, ils se présentent dans une structure sanitaire conventionnée avec l'un de ces 3 derniers bulletins de pension, accompagné par la copie de sa carte d'identité biométrique ou de son passeport. La même procédure pour la pharmacie, la même procédure pour le labo, la même procédure pour les centres d'imagerie. Déjà, l'équipe s'est rendue dans plusieurs départements. Il s'agit de la primature, la fonction publique, l'enseignement préuniversitaire, l'habitat, les mines, la santé, la justice. Partout, le même message est véhiculé. Ce sont des informations qui vont nous permettre dans le futur de voir comment est-ce que la santé de nos cadres et la santé des autres cadres des autres départements ministériels vont être pris en charge par la Caisse nationale de prévoyance sociale. Notre objectif, c'est d'aller à une information suffisante, à une large information pour que les travailleurs de la fonction publique et les retraités de la fonction publique sachent aujourd'hui qu'ils ont une assurance maladie qui est logée au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Au compte du ministère de l'Information et de la Communication, les travailleurs de la RTG ont été largement informés des procédures de prise en charge sanitaire et toutes les inquiétudes ont été levées. Prendre 20%, nous les travailleurs, et que l'État prenne 80% en charge, c'est une action salutaire quand on sait que nous avons beaucoup de malades à la RTG et que de temps à autre, dans nos maigres recettes liées à la publicité, nous sommes obligés de venir au secours de certains travailleurs. Et si l'État nous aide dans ce sens, on ne peut que féliciter le gouvernement qui a pris ces mesures. La couverture médicale des agents publics de l'État est l'une des plus grandes avancées du CNRD. C'est la Direction générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale qui pilote le projet. Cette mission d'information va sillonner tous les départements ministériels et autres structures étatiques du pays. Au même moment, le ministère de l'Information et de la Communication s'engage dans la lutte contre les discours violents dans les médias avec l'appui de ONU Droits de l'Homme. Une cinquantaine de journalistes sont formés à Conakry. Près de 200 autres ont été auparavant formés sur le même thème dans les régions de Labé, Kankan et Zérékoré. Et ce matin donc, face aux journalistes de la presse publique et privée, le ministre Fana Souma a de nouveau appelé à œuvrer pour la paix et à combattre les messages de haine dans les différents médias du pays. Amadou Baïlo-Bari. Dans sa vision de l'émergence d'une presse nationale beaucoup plus soucieuse de la préservation de l'unité nationale, le ministre de l'Information et de la Communication met l'accent sur le renforcement de capacités des journalistes. Un vaste programme avait été lancé il y a plus de mois pour former 2500 journalistes afin d'éviter de faire des médias des canaux de diffusion de messages de haine et de violence. D'après l'AB, ou la Direction générale du centre de formation, avec son tandem de FADEM, avec l'appui de l'ONU Droits de l'Homme
et sous la clairvoyance de Monsieur le ministre de l'Information et de la Communication, après l'abbé donc, Kankan Zérékoré, nous voilà ici même à Conakry pour entamer la clôture de la première phase d'une série de formations que nous engageons et que nous entendons justement poursuivre pour le bien de la formation mais aussi de la professionnalisation des médias publics et privés en Guinée. La paix, la stabilité, l'unité nationale et la cohésion sociale doivent être entretenues et préservées à tout prix. Dans ce cadre, les médias, à travers le travail des journalistes, jouent un rôle central et incontournable. Pour le FADEM, l'information étant un bien public qui soutient la vitalité de toute démocratie, permet au développement de la démocratie et permet également le développement des médias. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme salue l'organisation de ces sessions de formation à travers le pays. Notre mandat est de promouvoir le respect des droits humains pour tous. Et cela inclut le droit de chacun de vivre dans un environnement exempt de discrimination, de violence et de haine. Le travail de prévention que nous accomplissons ici vise à contrer non seulement le discours de haine en tant que tel, mais aussi leur cause profonde. Le ministre de l'Information et de la Communication, saluant l'organisation de cette formation, a rappelé l'importance que le chef de l'État accorde à la stabilité. L'unité nationale, la cohésion sociale, la paix civile, le développement socio-économique de notre pays figurent en bonne place des préoccupations du chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Et pour atteindre ces objectifs, toutes les couches socio-professionnelles, en particulier vous les médias, doivent s'y investir en refusant de véhiculer et de servir de relais au discours de haine, à la stigmatisation et à l'exclusion. Les journalistes doivent faire preuve de discernement et privilégier l'intérêt national. Ils doivent collecter, mais aussi traiter avec rigueur et professionnalisme les informations qu'ils véhiculent dans les médias. Plusieurs modules ont été déroulés durant cette session, dont l'un porte sur l'éthique et la déontologie ou encore sur les techniques d'animation des émissions interactives et talk-shows. Dans l'actualité encore, je le disais tout à l'heure au sommaire, les représentants de quelques 200 pays du monde se retrouvent depuis une semaine maintenant à Cali, en Colombie. C'est à la faveur de la 16e conférence des Nations Unies sur la biodiversité. Jusqu'à vendredi, les participants vont tenter de trouver des solutions pour inverser la courbe de la dégradation des écosystèmes. Plusieurs pays africains, dont la Guinée, sont présents à cette rencontre internationale. Occasion pour eux de parler d'une seule voix et de poser des revendications qui leur sont communes. Mamadou Alpha Baldé est notre envoyé spécial. Pendant que les réunions de haut segment démarrent à Cali, les différentes délégations africaines se réunissent pour réajuster et harmoniser les positions de l'ensemble des pays du continent. Le niveau des négociations ou encore les priorités de l'Afrique sont expliquées par les négociateurs du continent. En fait, chacun défend ses intérêts et l'Afrique doit aller de façon unie. Il s'agit entre autres de la question du financement de la biodiversité, c'est-à-dire que les mécanismes de financement actuels ne sont pas appropriés. L'essentiel des mécanismes de financement passe par le FEM et qui n'est pas approprié avec des procédures compliquées et les montants des financements sont insuffisants. Donc la principale proposition, c'est de créer carrément un fonds dédié au financement de la biodiversité qui sera logé au niveau de la Convention de la biodiversité. Aussi, il y a la mise en place d'un fonds fiduciaire aussi sur les bénéfices de l'exploitation de toutes les informations issues de la biodiversité. La COP16 de Cali est annoncée comme celle de l'action après l'adoption du cadre mondial sur la biodiversité à Comines-Montréal. Cette rencontre est très utile pour nous, pays africains, parce qu'elle nous permet de débattre de nos problématiques communes et de dégager ensemble des pistes de solutions. Également l'occasion pour chacun des pays de présenter les actions mises en œuvre au niveau national pour le cadre mondial pour la biodiversité et spécifiquement en Guinée. Nous sommes en train de mettre plusieurs actions en œuvre, dont la protection et l'extension de nos aires protégées,
qui couvre aujourd'hui près de 23% du territoire national. Après cette rencontre des ministres et autres chefs de délégation africaine, la ministre de l'Environnement, Djami Diallo, à la tête de la délégation guinéenne, a assisté à la rencontre Afrique-Colombie. Une rencontre qui marque le renforcement de la collaboration entre la Colombie et les pays africains dans la lutte contre la dégradation des écosystèmes. Retour en Guinée avec cette question: comment encourager les partenaires à investir davantage dans le secteur minier et à faire profiter aux populations guinéennes les retombées de l'exploitation minière? Le département des mines opte pour l'harmonisation de toutes les interventions de ses partenaires techniques et financiers, et pour y parvenir, un cadre d'échange est en train d'être mis en place par les acteurs. Ça, Amaratolno. Pour permettre à la Guinée de tirer le maximum d'avantages liés à l'exploitation de son secteur minier, le département de tutelle, à travers son service de coopération et d'investissement, décide d'harmoniser désormais les interventions des partenaires techniques et financiers. Appuyés des cadres de plusieurs autres départements ministériels et des partenaires techniques et financiers, les acteurs du secteur minier mettent en place un cadre d'amélioration continue de la coordination des actions minières. À travers cet atelier, donc, nous espérons mettre en place un cadre d'échange fructueux et pérenne entre les partenaires techniques et financiers de ce secteur, pour souvent discuter des résultats des objectifs et des projets exécutés ou en cours d'exécution sur la gouvernance dans le secteur extractif, partager des expériences réussies et les cas de succès. Avec cet instrument en élaboration, les efforts des partenaires techniques et financiers seront mieux coordonnés. En Guinée, on parle du taux d'absorption des fonds mis à la disposition des projets de développement. Lorsque c'est bien harmonisé, lorsque c'est bien planifié, sincèrement, on n'a pas de problème. On pourra atteindre certains pays qui, en un laps de temps, arrivent à absorber les ressources qui sont mises à leur disposition. Si l'harmonisation n'est pas effective, et que les interventions viennent chacune de son côté, l'impact sur cette population cible ne va pas être évident. Cela nous amène alors, suite à des recommandations et la mise en œuvre de ces recommandations, de permettre de mieux cibler les interventions. Cette nouvelle politique de création d'une synergie d'action des bailleurs de fonds dans le secteur minier guinéen ambitionne d'optimiser l'aide au développement qui, à long terme, pourrait aider la Guinée à maîtriser les mécanismes de financement des projets miniers. Et puis vers la célébration du 66e anniversaire de la création de l'armée guinéenne, des actions sont entreprises un peu partout pour marquer ces moments historiques. C'est à l'image de cette campagne d'assainissement de certains lieux publics de la capitale, une partition des forces de défense et de sécurité pour débarrasser Conakry de ses ordures et rendre notre capitale encore beaucoup plus attrayante. Adjudant Abdul Kader Kamara, correspondant de la presse militaire. Pour donner un éclat particulier à la semaine du soldat, les forces de défense et de sécurité ont procédé ce matin à l'assainissement de certains lieux symboliques de la capitale, de l'hôpital Ignace Dine en passant par celui de Donka, jusqu'à la direction générale des services de pension militaire et anciens combattants. Des tas d'ordures et d'immondices ont été ramassés. L'arme la plus efficace, c'est lorsque on est aux côtés de nos populations. En faisant l'assainissement avec ces civils, ils sauront que l'armée n'est pas faite contre cette population, mais l'armée est faite pour cette population. C'est un acte salutaire et vous méritez tous nos encouragements et toutes nos félicitations. J'appelle à tout le monde de suivre vos pas. Pilotée par l'état-major général des armées, cette opération de grande envergure a connu la mobilisation de toutes les unités de la capitale. Comme vous le voyez, toutes les forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour passer une couche de balai au niveau des artères de la ville, ce qui rend la ville propre. Cette campagne doit être soutenue et redynamisée par tout le monde. À un moment donné, il y avait de la méfiance face à l'armée. Aujourd'hui, Dieu merci, avec les initiatives de la haute hiérarchie, les civils et les militaires tissent de très bons rapports. Depuis l'avènement au pouvoir du CNRD, des actes majeurs sont posés en vue d'encourager la cohésion et renforcer le vivre ensemble. Cette année, le président de la République a instruit de mettre les festivités du 1er novembre sous le sceau d'un hommage aux anciens combattants. Donc pour nous,
Si nous venons pour rendre plus propre encore le siège de la direction des anciens combattants, c'est un grand plaisir pour nous les douaniers. Je remercie sincèrement la haute hiérarchie militaire d'avoir organisé cet assainissement et penser à nos différents héros qui sont les anciens combattants. L'armée guinéenne, c'est une armée qui vient de loin. Donc il faudrait qu'on montre à la population que nous sommes sortis d'elle et nous sommes à elle. C'est pourquoi on dit l'armée du peuple, pour le peuple et du peuple. Nous remercions le chef suprême des armées qui a pris cette initiative de faire en sorte que les militaires et leur population soient ensemble. Cette action citoyenne vise à offrir un environnement propice à la population guinéenne. Elle va se poursuivre au cours de cette semaine de soldats dans toutes les unités du pays, avec pour objectif un corps sain dans un esprit sain. Et voilà qui nous amène à parler de ce coup de filet réussi par le Centre national de surveillance et de police des pêches. Il vient d'arraisonner un navire pirate qui opérait dans les eaux territoriales guinéennes. Une opération réussie grâce aux efforts conjugués de la police des pêches et la brigade des unités flottantes marines. Des explications dans ce reportage de Algasimoba et Sekou Sissoko. Immobilisé devant la brigade des unités flottantes de la marine, ce navire pirate a été arraisonné en haute mer. 19 ans après l'arraisonnement du dernier navire pirate, ce coup de filet est réussi grâce aux efforts des agents du Centre national de surveillance et de police des pêches et la brigade des unités flottantes marines. Satisfait du travail abattu par ces agents, le directeur général du CNSP est venu s'enquérir des réalités de ce navire pirate. Nos services de surveillance nous ont alertés qu'il y avait un navire, un industriel qui était en train de commettre la pêche INN dans nos eaux. Nous avons contacté la Marine nationale avec la conjugaison des efforts. Nos services sont partis à l'offensive et Dieu aidant, nous avons pu mettre main à ce navire pirate. La pêche illicite, une préoccupation des autorités. Engagé dans la lutte contre la pratique, le Centre national de surveillance et de police des pêches met les bouchées doubles pour traquer ces navires pirates grâce aux équipements de surveillance dont il dispose. Le pays perd plus de 200 millions de dollars par an dû à la pêche INN. C'est le lieu de remercier le président de la République, le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, qui a mis des moyens à la disposition de la Marine nationale, qui aujourd'hui nous collaborons très bien pour nous permettre de mettre hors d'état de nuire tous ces navires qui commettent de l'infraction dans les eaux guinéennes. L'arraisonnement de ce navire pirate dans les eaux territoriales guinéennes marque la volonté des autorités à éradiquer la pêche illicite sous toutes ses formes, véritable source d'évasion fiscale. La lutte contre les navires pirates va permettre de préserver les ressources halieutiques afin de mieux renflouer les caisses de l'État. Direction maintenant Kenya pour la remise officielle d'un lot important de gilets de sauvetage dans la sous-préfecture de Banguya. Ce geste est l'une des actions de la campagne nationale de sensibilisation et de distribution de gilets de l'agence de navigation maritime. Une campagne nationale de vulgarisation des bonnes pratiques pour le respect de la Convention internationale relative à la sauvegarde de la vie humaine à mer. Yaya Silla. À Kindia, dans la sous-préfecture de Banguya, un vide vient d'être comblé pour sauver des vies. Une importante quantité de gilets vient d'être mise à la disposition des pêcheurs et des usagers pour des traversées sécurisées. Ils ont pris ça avec joie parce que tout Banguya est aujourd'hui dans l'eau. Et les gens, ils se disent, en prenant la route, comme ce que nous avons fait là, ça leur fait beaucoup plus d'argent. Mais traverser ici, ça coûte moins cher. Cette disposition vient faciliter la mobilité au niveau des voies navigables. Nous sommes contents de recevoir ces gilets de sauvetage. Ça nous permet d'affronter la mer.
surtout en période de haute marée, où la mer est souvent très agitée, ce qui rend la traversée très difficile. En vulgarisant des instructions pour éviter les risques d'accidents, cette campagne de sensibilisation et de distribution gratuite de gilets de sauvetage est une tradition au niveau de l'Agence guinéenne de navigation maritime relevant du ministère des Transports. Nous sommes dans la zone de Kindia, précisément à Banguya, où nous avons donné une quantité importante de gilets de sauvetage pour assurer la sécurité de la navigation de ces populations maritimes et fluviales. Cette année, grâce à la distribution et à la sensibilisation de ces gilets de sauvetage, nous avons fait tout le littoral. C'est ce qui a fait que nous n'avons pas enregistré des cas de naufrage majeurs. Je pense que c'est un de soulagement pour cette population maritime et fluviale d'avoir ces gilets afin que leur vie soit préservée, sauvegardée pendant et après la traversée. Enclencher chaque année cette campagne nationale de sensibilisation et de distribution de gilets de sauvetage est une opération qui vise à apporter des solutions durables à l'épineuse question de la sécurité au niveau des différentes voies navigables du pays. Et puis, c'est la deuxième journée ce mardi des travaux de la 13e édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques. Plusieurs thématiques sont placées au cœur des exposés. Des préoccupations comme Simandou, une opportunité de développement économique des femmes, ou encore le rôle des femmes rurales dans le développement socio-économique sont abordés au cours des différents panels. Al-Khali Kobole Keita, Mohamed Dekama. Pour cette deuxième journée du 13e Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques, les travaux sont axés sur les panels de haut niveau. Accès aux opportunités économiques, le rôle des femmes dans la transformation de l'économie africaine, une première problématique du jour débattue par les experts guinéens et des représentants des autres pays africains. L'idée, trouver des pistes de solutions pour faciliter l'accès des femmes aux opportunités économiques en Afrique. Les femmes ont de la ressource. Aujourd'hui, il faut les accompagner. Et moi, je me suis appesantie sur un accompagnement institutionnel et dans la gouvernance. Donc, nous militons pour la mise en place des budgets sensibles au genre. Nous militons pour un accompagnement sur le plan financier. Donc, avoir des financements flexibles qui tiennent compte de la spécificité des femmes. L'accès aux opportunités économiques permet aux femmes d'éclore leur potentialité en matière d'entrepreneuriat. Maintenant, qu'est-ce que j'ai défendu ici? C'est de voir les trois niveaux de défis et les trois niveaux de solutions. Le défi, il est d'abord personnel, ensuite il est communautaire, en plus il est national. Il est communautaire parce que les communautés jouent un rôle important dans l'épanouissement des femmes. En matière de solutions, il y a le court, le moyen et le long terme. Le court terme d'abord, c'est de fédérer les activités et les initiatives permettant l'accès aux femmes aux opportunités. Trois autres panels ont meublé la journée. Le rôle des femmes rurales dans le développement socio-économique du pays. Simandou, une opportunité de développement économique des femmes à l'horizon 2040 sont entre autres préoccupations soulevées. En zone rurale, vous constatez qu'elles sont surtout dans l'agriculture, la petite agro-transformation, et il faudra accompagner celles qui sont dans l'agriculture à mieux produire en mécanisant, non pas en mécanisant simplement, il faut les former pour qu'il y ait une prise en main de ces équipements de production de produits agricoles. Nous avons parlé du rôle clé et fondamental que doivent jouer les femmes dans tout ce qui est développement des chaînes de valeur agro-industrielles, au niveau de l'exploitation minière, de la mine au transport, en passant par la logistique et les BTP. Nous avons rappelé aujourd'hui le rôle que doivent jouer justement les femmes dans l'écosystème du Simandou. Et cette plateforme aujourd'hui nous est offerte par le chef de l'État à travers sa vision et à travers la
la dimension genre que nous voulons intégrer au niveau du développement de toutes les chaînes de valeur dans le cadre de l'exploitation du gisement de fer de Simandou. Ces différentes préoccupations des femmes de la Guinée sont toutes de l'actualité. Le FIED, qui vise à fédérer toutes les femmes de l'Afrique, est un instrument qui se résume à réduire la pénibilité des femmes sur le continent. Octobre rose maintenant, avec ses initiatives pour sensibiliser sur le cancer du sein. La structure BMF, engagée dans la promotion du sport et le bien-être, en partenariat avec SACOM, vient d'organiser un marathon rose. Les membres du gouvernement et les acteurs de la société civile se sont mobilisés pour rappeler à tous l'impact du sport sur la santé. Et ils en ont profité aussi pour passer des messages de sensibilisation contre le cancer du sein. Détail avec Terno Ousmane Diallo. Un marathon rose pour afficher toute la détermination de ces acteurs à lutter contre l'un des cancers les plus fréquents chez la femme, le cancer du sein. En ce mois d'octobre, l'initiative mobilise plusieurs citoyens de la capitale qui, du stade 28 septembre à la plage Kamayenne, marchent en invitant les familles à prendre conscience des conséquences de cette maladie et à renforcer la prévention. Tout d'abord, je suis une femme. Et en Guinée, nous avons à peu près 7500 cas de cancer par an. Voici ma motivation. Voilà, pour la lutte contre le cancer d'abord, que les personnes soient plus informées et que les personnes fassent leurs tests. À l'initiative, SACOM et BMF, deux structures respectivement spécialisées dans la communication et dans l'éducation sportive et le bien-être, qui veulent, à travers cet événement, mobiliser davantage contre le cancer du sein. Notre slogan, c'est Visa Santé. C'est-à-dire que quand vous vous inscrivez au club BMF, vous obtenez un visa santé. Au-delà de ça, on sensibilise les gens à l'importance de l'éducation sportive. On s'est dit de soutenir cette communauté qui sont atteintes par cette maladie afin de les supporter. Et les fonds que nous allons récolter là, nous allons les rediriger vers les centres de traitement ou les recherches pour la lutte contre le cancer. C'est plus un message de sensibilisation auprès de toute la jeunesse, auprès de toutes les Guinéennes et tous les Guinéens, qu'il est important d'adopter justement ces pratiques de sport qu'on peut faire au moins une fois dans la semaine avec des structures et sensibiliser aussi nos dames aux réalités du cancer du sein. Tout au long de ce mois et de diverses manières, des séances de sensibilisation sont organisées pour mieux faire comprendre les causes et symptômes du cancer du sein, mais surtout pour informer sur les moyens de prévention ou encore les dispositifs de prise en charge. Et puis c'est une bonne nouvelle dans le domaine de la biologie moléculaire. Un nouvel outil de diagnostic de plusieurs maladies vient d'être lancé. Son obtention devra faciliter les analyses rapides des échantillons pour une meilleure prise en charge des patients. Cet équipement moderne est présenté au personnel médical du CHU Donka et Yansdina. Adia Toubari pour des explications. La réussite de la prise en charge des patients repose en grande partie sur la fiabilité du diagnostic. Et de plus en plus, le système national de laboratoire se dote d'appareils de diagnostic de dernière génération. Filmare est le nouvel appareil qui va faire son entrée pour révolutionner le diagnostic en matière de biologie moléculaire. Comme c'est un nouvel outil, ça va renforcer la capacité des médecins dans la prise en charge des patients et dans les délais très brefs. C'est la toute première fois que la machine arrive en Guinée. L'hôpital Ignace Diaye, tout comme l'hôpital Donka, ils ont la possibilité d'avoir cet appareil-là, cet outil de diagnostic ultra performant, justement pour aider les populations. En une seule machine, plus de 70 agents pathogènes peuvent être détectés au bout d'une heure de temps d'analyse. La méningite, les infections respiratoires osseuses, articulaires et pulmonaires sont entre autres pathologies qui peuvent être dépistées grâce à cet appareil de diagnostic. Cette solution, c'est une solution de biologie moléculaire par PCR multiplex. C'est-à-dire à partir d'un échantillon, au moment où le médecin a pensé à un syndrome, il est capable de demander un test moléculaire. Et ce test, le système peut détecter que ce soit des bactéries, des virus, des parasites et des fongiques, mais aussi des gènes de résistance. Il y a certains, par exemple, nous sommes obligés de les évacuer, mais grâce à cette solution, on peut passer le test sur place et savoir réellement le malade souffre de quoi et le prendre en charge ici en Guinée. Pour l'instant, aucune structure sanitaire de la Guinée ne dispose de cet appareil d'analyse de pointe.
Avec ses nombreux avantages dans le domaine de la biologie moléculaire, son acquisition est très attendue par les médecins. Donka est un grand laboratoire et que nous voulons vraiment améliorer non seulement nos compétences, mais notre prise en charge de la clientèle, ce qui fait que toute initiative ou toute nouvelle technologie nous intéresse énormément pour justement répondre à notre mission. L'introduction de la machine Filmare en Guinée est une initiative de la Bonnette Guinée et son partenaire Biomurieux pour répondre aux aspirations des patients. Et puis bientôt, une liste nationale des maladies professionnelles indemnisables pour la Guinée. C'est l'une des réformes engagées par le ministère de la Fonction publique à travers le Service national de santé au travail. Ce mardi, les spécialistes se sont penchés sur le document en vue de sa validation et dans l'objectif d'améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires guinéens. Bakari Bambakonde. Au ministère du Travail et de la Fonction publique, les réformes se poursuivent pour améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs de l'administration publique. Cependant, leur prise en charge pour d'éventuels accidents de travail, notamment des maladies en lien avec l'activité professionnelle, devient une priorité pour les autorités du pays. D'où le lancement ce matin des travaux de validation technique de la liste nationale des maladies professionnelles indemnisables sous la tutelle du Service national de santé au travail. C'est une activité de longue haleine qui a démarré depuis plus de 8 mois, qui a respecté tout un processus avec l'implication de chaque partie, notamment les sociétés savantes de médecine, mais aussi les partenaires sociaux. Alors, il vise bien évidemment à mettre en place une liste nationale de maladies professionnelles pour notre pays. Le pays appartient vraiment à une grande institution qui est l'OIT, qui a donné vraiment des recommandations au pays, dans le cadre bien évidemment de l'accompagnement. Il s'agit pour les participants, en majorité médecins spécialistes en santé de travail, d'analyser, amender ce document avant de s'accorder sur un certain nombre de maladies pouvant être reconnues et prises en charge en milieu professionnel pour la satisfaction des travailleurs des services publics. Avec les nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés, nous devons réactualiser nos instruments pour permettre aux travailleurs d'être de mieux en mieux protégés. Donc c'est une suite logique et ça cadre parfaitement avec la vision et les orientations du chef de l'État et de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Nous attendons énormément de ce document-là qui va être un document important pour le monde du travail. Après cette validation technique, la validation tripartite entre le syndicat, le patronat et le gouvernement doit se tenir en 72 heures dans l'intérêt de tous les travailleurs guinéens selon la direction du Service national de santé au travail. Un autre sujet dans ce journal, des kits scolaires et des documents pédagogiques pour les élèves et les enseignants de l'école primaire de Bodje dans la préfecture de Dalaba. L'action vise à rehausser le niveau de l'enseignement-apprentissage et à réduire les charges des parents en cette année scolaire. La remise de ces fournitures s'est déroulée en présence des autorités de l'administration scolaire et des bénéficiaires. Compte rendu sur place avec Mamadou Patebalde. C'est devenu presque un exercice obligatoire pour le Lions Club International d'assister les malvoyants de ce centre. Au compte de la rentrée scolaire 2024-2025, les clubs Conakry Réveil et Conakry Charité apportent des fournitures scolaires pour une année académique réussie. Nous avons ciblé qu'il y a des enfants qui sont dans le besoin dans cette école et qui souhaiteraient avoir les fournitures comme tous les autres enfants. Ici, à l'école de Sogué, c'est une habitude pour nous parce que ça fait partie de la vue. Les activités du Lions Club par rapport à la vue. Les responsables des écoles bénéficiaires se disent réconfortés de savoir qu'à travers ces gestes, des élèves qui ne suivaient pas les cours régulièrement vont être désormais ponctuels dans les salles de classe. Ce cadeau va apporter beaucoup de choses à l'école. Parce que vous avez vu des enfants qui viennent des cahiers dans les forêts déchirés. On est obligé, chaque fois que les cahiers ou les ardoises tombent, on est obligé de remplacer. Ça, c'est nos matières didactiques. Si vous entendez le braille, c'est le Bristol. Si vous entendez le braille, c'est ça. Ça va changer. Ça va directement dans notre travail. Pendant les examens nationaux, il y a les admis. Alors, nous en avons besoin.
Alors encore, notre syllabaire, notre document de base, c'est le tome. Vraiment, si cela vraiment est fait, vraiment nous sommes soulagés. Les donateurs réaffirment leur volonté d'accompagner les aveugles et les malvoyants de ce centre. Déjà, certains élèves malvoyants sont pris en charge par un membre du Lions Club Conakry Réveil. La présidente de ce club promet de s'investir davantage pour élargir cette action au niveau des autres membres et des personnes de bonne volonté. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, c'était le compte-rendu de Idrissa Cissé sur la remise des kits scolaires pour l'école des malvoyants et du centre Sogué et ceux de l'école primaire Yaguine Foudé dans la commune de Matoto. C'est donc un geste de Lions Club Conakry Réveil et Conakry Charité qui a pour objectif de garantir une éducation pour tous. Les bénéficiaires saluent donc l'initiative et encouragent d'autres bonnes volontés à penser aux enfants en situation difficile. Retour sur le compte-rendu de Mamadou Patebalde par rapport à la remise des fournitures à Bodié dans la préfecture de Dalaba. Depuis la rentrée scolaire 2024-2025, les bonnes volontés se multiplient pour soutenir les parents d'élèves dans l'encadrement des enfants. En cette 5e édition de cette année, l'école primaire de Bodié Centre est à l'honneur. L'ONG Gandal et ses partenaires offrent aux élèves et aux encadreurs un important lot de kits scolaires. L'objectif c'est quoi? C'est accompagner les parents et encourager les enfants et inspirer les autres organisations à agir dans le même sens pour le développement du système éducatif de notre nation. C'est pour cela que nous partons plus loin pour rechercher les personnes les plus nécessiteuses, pour vraiment leur offrir et les encourager aussi, d'envoyer les enfants à l'école et de dire que l'école n'est pas réservée seulement aux riches. Ce dont permet de rehausser le niveau des apprenants et réduire la charge des parents d'élèves en matière de fournitures scolaires. On est au début de l'année, les gens maintenant étaient en souffrance par rapport à ces différentes... beaucoup n'avaient pas acheté des sacs pour leurs enfants, des cahiers et beaucoup d'autres intrants. Donc sur ce, on est très content du fait que Bodié a bénéficié de ça. Les kits seront utilisés à bon escient. Cela va permettre de contextualiser les cours et faire participer les élèves aux cours, ce qui permettra de leur donner le savoir nécessaire pour qu'ils puissent être émancipés dans cette école. Dans cette atmosphère, les autorités locales, l'association des parents d'élèves et la notabilité n'ont pas manqué d'éloges à l'endroit du gouvernement de la transition pour les efforts qu'il ne cesse de déployer pour la scolarisation des enfants guinéens. Nous restons toujours à Dalaba pour évoquer cette fois la saison touristique 2024-2025. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat était dans la préfecture en compagnie de son homologue de l'enseignement supérieur. Une solidarité gouvernementale que Moussa Moïse Silla et Alpha Bakar Bari ont mis à profit pour visiter plusieurs sites, dont le mausolée de Thierno Oumar Diogo, le fondateur de la ville de Dalaba. Les détails dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Ousmane Ba et Mamadou Djoumaba. La solidarité gouvernementale a été un pan fort de la 3e édition de la saison touristique Dalaba 2024. Le duo ministériel est à chaque étape. Moussa Moïse Silla en charge du tourisme et Alpha Bakar Bari en charge de l'enseignement supérieur dans la grande mosquée pour prier avec les fidèles musulmans de Dalaba. Puis il visite le centre préparatoire des grandes écoles de Dalaba et le groupe scolaire El Hadj Amadou Bari avant de se recueillir ici au mausolée de Thierno Oumar Diogo, fondateur de Dalaba. À la soirée du samedi, c'est un concert géant au stade préfectoral. Humoristes et artistes se succèdent sur le podium à la satisfaction du public et les autorités. La saison touristique 2024 a été une occasion unique de mettre en valeur tout ce que Dalaba a comme richesse culturelle, touristique, artisanale. On a vu des merveilles, on a vu des talents, on a vu des génies. C'est la preuve que la culture, le tourisme, ce sont des secteurs qui sont transversaux et par lesquels on peut vraiment faire émerger notre pays. Dans l'agenda aussi, cette projection sur Myriam Makeba à Dalaba, la vie qu'il a consacrée citoyenne d'honneur. Ça se passe devant la petite fille de la Mama Africa.
Nous avons eu l'honneur cette année d'accueillir la petite fille de Myriam Makeba. Elle est venue parce que pour elle, venir à la saison touristique n'est pas qu'un déplacement festif, c'est aussi une sorte de pèlerinage pour elle. Sa grand-mère a vécu ici, elle a été citoyenne d'honneur de cette ville. Elle a vécu dans une case et la case tient encore debout. Donc on ne peut pas laisser cet endroit dans cet état. Ça fait 16 ans que Myriam Makeba est décédée. La moindre des choses que l'on puisse faire, c'est de réhabiliter cette case. La réhabilitation passe par un travail scientifique avec des experts parce qu'il ne faut pas dénaturer les objets qui se trouvent dans la case. Il ne faut pas dénaturer la case elle-même. Et donc nous nous engageons en 2025 à réhabiliter la case. On a pris tous les contacts qu'il fallait. À la suite de plusieurs artistes, Zenzi Makeba Ali a joué sa partition en interprétant Malaika, une chanson fétiche de sa grand-mère qui nous a quittés en 2008. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités de la Guinée. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Je vous souhaite à tous de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.